Bien, donc passons maintenant donc, à l'exercice 7.2.3 relatif donc, à l'étude d'un pendule un petit peu bizarre. Et on va voir en fait que le fait que ce soit bizarre est uniquement contenu dans trouver la position du centre de masse et déterminer quel est donc le moment d'inertie I delta. Alors ce pendule qu'on considère, c'est le pendule suivant. C'est un pendule donc semi-circulaire. Donc en fait on a une tige ici et on a une tige là, hein, il est vide. Et après donc on a un certain nombre de notations. En l'occurrence on note donc l'axe des X dans cette direction, on a l'axe des Z qui vient vers nous. Ce point là c'est le point central, le point C. Tout là-haut c'est le point H. Et là donc on a notre axe Y qui du coup va quand même contenir le centre de gravité qu'on va déterminer et qui va se trouver à peu près à cet endroit-là. Voilà. Donc en fait, l'idée à terme, c'est de trouver quelle est la période des petites oscillations si on suspend donc cet objet ici, hop, et qu'on le laisse osciller, quel va être le oméga 0, quelle va être la période. Donc pour ça, on va procéder de la façon suivante. D'abord, on va déterminer quelle est la position donc, du centre de gravité, c'est-à-dire quel est le vecteur CG ici. Ensuite, on va déterminer le moment d'inertie par rapport à ce centre C, qui va nous permettre, via le théorème de Huygens, de remonter à celui donc, par rapport au centre G. Et enfin, comme on connaîtra cette position-là, on connaîtra aussi donc, le moment d'inertie par rapport à un axe ici, orienté dans la direction des Z, mais qui passe par H. Et une fois qu'on aura ça, on appliquera le théorème du moment cinétique. Et comme les exercices précédents, on devrait trouver la période des petites oscillations. Donc allons-y. Donc la première étape, c'est de trouver quelle est la position donc, de ce centre de gravité CG. Donc pour ça, on peut par exemple décomposer cet objet en deux objets. Donc un premier objet qui est donc la barre du bas, qui va peser M1 et qui du coup est relié donc à la masse linéique que j'appelle lambda via sa longueur. Et donc je crois que le rayon c'était A, donc ici la longueur ça va être 2A. Voilà. Donc là le rayon, hein, hop, c'est A. Et on va enfin, donc le deuxième morceau de ce pendule pesant, ça va être ce que je décris ici, ce que je hachure en vert. Donc ça va être de masse M2. Et du coup, donc c'est la moitié du périmètre d'un cercle. Le périmètre d'un cercle, c'est 2pi fois le rayon. Ici, le rayon, c'est A. On n'en a que la moitié, donc c'est pi fois le rayon. Donc ça va être lambda fois pi fois A. C'est-à-dire la masse linéique multipliée donc, par la longueur donc, de ce segment, qui est donc pi fois A, la moitié du périmètre du cercle complet. Voilà, donc on a décomposé. C'est comme si on avait deux éléments. Donc on veut trouver quelle est la position du centre de gravité G. On va le prendre par rapport à un point qu'on connaît bien qui est le centre C. Donc ça va être quoi? Ça va être M1 plus M2, la masse totale, fois CG, c'est-à-dire ce qu'on cherche, qui est égal à quoi? Qui est égal à M1 fois donc, CA1. Sachant que A1 ici, donc si on a deux possibilités, soit c'est un objet donc, discret, et dans ce cas-là c'est la position A, soit c'est un objet étendu, et donc il faut intégrer donc, sur tout l'objet pour trouver la position du centre de masse. Donc, ici en fait l'objet rouge de masse petit m1, on sait que son centre de gravité c'est le point C. Du coup en fait ça va être quoi? Ça va être juste m1 fois C, et on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Voilà. Par contre, on a donc du coup celui-là, et donc là il va falloir trouver donc, la position du centre de masse de l'objet hachuré donc, en vert, donc qui va être donc, plus une intégrale donc, sur tout l'objet, donc ici tout l'objet vert, donc de dm CA. Voilà.
Donc ça, en fait, c'est vecteur nul. Ça, on le connaît, donc c'est ce qu'il y a là. Ça, on le connaît, c'est ce qu'il y a là. Et donc maintenant, il faut intégrer ça. Donc, et réécrivons ça. Donc ça, c'est quoi? C'est 2 lambda. Donc c'est 2 plus pi. Donc ça, ce n'est rien d'autre que 2 plus pi lambda A. Donc M1 plus M2. 2 plus pi lambda A fois CG, qui est égal à donc vecteur nul, plus une intégrale sur tout l'objet. Donc pour trouver cette intégrale sur tout l'objet, il va falloir donc déjà utiliser un système de coordonnées polaires qui correspond bien donc à la symétrie de notre système, par exemple, et donc essayer d'intégrer tous les petits morceaux. Hop, on va décomposer donc cet arc de cercle en petits morceaux donc, qui ont une taille dl. Donc l'extension spatiale ici c'est dl. Du coup c'est quoi? C'est relié au rayon fois l'angle dθ qui est donc du coup l'angle entre ici et là. Donc ça c'est le dθ. Donc ça nous donne accès à un petit élément infinitésimal de masse, dm, qui est égal à lambda dl, c'est-à-dire lambda fois a fois dθ. Donc ça, en fait, ça nous permet d'écrire dm en fonction donc, de ce qu'on connaît, lambda a, on le connaît, et dθ, du coup, qu'on va pouvoir intégrer entre 0 et pi pour pouvoir recouvrir l'ensemble de l'objet. Mais on n'oublie pas qu'il faut aussi donc CA, et là on va utiliser donc, le système de coordonnées polaires, c'est-à-dire que cet objet-là, donc, il est situé en quoi? Il est situé en A fois URO. Et attention, URO dépend de θ, puisque maintenant si je me mets à un autre endroit, à cet endroit-là, je vois bien que j'ai un URO différent, et du coup j'ai un URO qui dépend de θ, et on rappelle que URO, je le rappelle ici, URO, c'est cosinus θ fois le vecteur unitaire dans la direction des x, plus sinus θ fois le vecteur unitaire dans la direction donc, des y. Voilà, donc ça on va s'en servir. Donc c'est plus une intégrale sur tout l'objet, de dm. dm, on a vu que c'était donc la masse linéique fois le petit arc de cercle, donc ça c'est a fois dθ. Et ensuite, donc on a besoin de ca, et donc ca c'est a fois URO. Donc ça c'est a fois URO. Si vous voulez, le dθ, on peut le mettre là. Donc c'est lambda a fois a URO fois dθ. Avec URO qui du coup est égal à cos θ plus sin θ. Donc pour faire tout l'objet, ça veut dire qu'il va falloir intégrer les angles θ entre 0 et pi. Si on avait eu un cercle complet, ça serait entre 0 et 2pi. Si on avait eu un quart de cercle, ça serait entre 0 et pi sur 2. Ici, donc on a un demi-cercle, donc c'est entre 0 et pi. Donc ça, c'est censé être égal à une intégrale entre 0 et grand pi de, du coup, tout ça, là, ça peut sortir. Hein. Ça, c'est lambda a carré, lambda a fois a, lambda a carré. Et donc, on a URO, c'est-à-dire cosinus θ i plus sinus θ j fois dθ. Voilà, donc il ne reste plus qu'à intégrer cos θ et sinus θ entre 0 et pi, et donc on obtient quoi? On obtient lambda a carré, cosinus θ, quand on l'intègre c'est sinus θ, donc ça c'est sinus θ, pris entre 0 et pi, et ça sera dans la direction des i, plus la primitive de sinus θ, c'est moins cosinus θ, donc là c'est du moins, on va faire plus, et on va faire moins cos θ, pris entre 0 et pi, et ça sera donc dans la direction des j.
et on ferme le crochet qui était ouvert ici. Ok. Donc sinus θ pris entre 0 et pi, c'est sinus de pi. Sinus de pi, hop, c'est la direction des y. Donc ça c'est 0. 0 moins 0, ça vaut 0. Donc il n'y a rien dans la direction des i. Donc ça c'est égal à lambda a carré fois vecteur nul. Enfin, 0 dans la direction des i. Donc il n'y aura rien du tout dans la direction des i en ce qui concerne donc, CG, ce qui est logique hein, puisqu'on s'attend uniquement à un G qui est directement sur l'axe des y, donc uniquement dans la direction des j. Et après, donc, on a donc, moins cosinus pi c'est moins 1, comme il y a un signe moins devant, donc c'est plus 1, donc ça c'est plus 1, moins cosinus 0. Cosinus 0 c'était 1, donc moins 1, moins 1, donc ça fait plus 1. Et ça c'est dans la direction des j. Et donc on obtient quoi? On obtient 2 lambda a carré qui est égal du coup à 2 lambda a carré dans la direction des j. 2 lambda a carré dans la direction des j. Et si on finit complètement le calcul, on obtient donc on avait 2 plus pi lambda a c'est g qui est égal à ça, donc qui est égal à 2 fois lambda a carré dans la direction de j, et donc cg qui n'est rien d'autre, donc les lambda s'en vont, on n'a pas besoin, les a ils peuvent se simplifier ici, et on obtient que cg est égal à 2a, 2 sur 2 plus pi fois A dans la direction des J. Okay. Donc là on a fini, ça veut dire qu'on a été capable de trouver quelle est la position de ce point G, et en l'occurrence, donc il est bien uniquement donc, dans la direction des J, ça c'est positif, et cette distance-là, ce n'est rien d'autre que 2 sur 2 plus pi fois A, et effectivement, donc c'est un nombre qui est plus petit que A, donc avec donc, un centre de gravité qui va se trouver à peu près là. Cette longueur-là, là, c'est 2A sur 2 plus pi. Voilà, donc ça c'était pour la détermination du centre de gravité, et du coup je vais le réécrire dans un coin. Je vais l'écrire ici, parce qu'on en aura besoin après. CG est égal à donc 2A sur 2 plus pi dans la direction des J. Donc maintenant, on veut trouver quel est le moment d'inertie par rapport à un axe qui passe par l'axe des C, qui est l'axe Z ici. Donc le moment d'inertie par rapport à l'axe, je vais l'appeler CZ, parce que ça passe par C et c'est dans la direction des Z. Et donc ça va être quoi? C'est un objet donc, étendu. Donc ça va être le moment d'inertie de la tige en rouge. La tige en rouge. Donc le moment d'inertie total, c'est le moment d'inertie de la tige rouge plus le moment d'inertie par rapport à l'axe des Z qui passe par C du demi-cercle. Donc le moment d'inertie d'une tige, on l'a déjà fait, mais refaisons-le pour la forme. Donc c'est un objet étendu. Du coup, on peut le décomposer par exemple en petits morceaux de distance dx, et du coup il pèse dm qui est égal à lambda fois dx. Donc ça, ce n'est rien d'autre qu'une intégrale
entre donc, moins A et plus A, moins A et plus A, de cette distance qui du coup est x au carré fois dm, et dm, donc c'est lambda fois dx, lambda fois dx. Lambda étant une constante, on peut même la sortir. Et donc ça, on voit bien que ça va donner donc, du x au cube sur 3. X au cube sur 3 pris entre moins a et plus a. Et donc ça, on va le faire juste après. Et puis, donc, il nous reste ce qu'il y a ici en vert. Et donc là, ça va être quoi? Ça va être plus une intégrale. Donc là, c'est sur l'objet vert. Donc on voit bien que, comme tout à l'heure, on va faire une intégrale sur les angles. Donc ça va être un angle entre 0 et pi. La distance au carré, ici, il n'y a pas de problème. C'est juste a au carré fois donc dm. Donc ça, c'est les petits morceaux. Et on a déjà vu que ce dm, c'était lambda fois a fois dθ. Donc ça, c'est du lambda a fois dθ. Donc finissons ça. Ça, donc c'est égal à lambda. On a du x au cube sur 3 pris entre moins a et plus a. Et ici, plus, donc lambda a au cube et fois l'intégrale de 1 dθ, c'est-à-dire pi ici, donc ça va être lambda a au cube, ça c'est la constante qui sort, et on intègre entre 0 et pi dθ, donc ça c'est juste pi. Et celui-là, donc c'était a cube sur 3 moins a cube sur 3, c'est-à-dire 2 a cube sur 3, et donc on obtient donc 2 lambda sur 3 a cube plus donc lambda pi a au cube. Voilà. Qui se simplifie facilement en prenant lambda a cube en facteur. Et donc ça, c'est lambda a au cube, facteur donc de pi plus 2 tiers. Et donc là, on a donc l'autre moment d'inertie par rapport à un axe dans l'interaction des z et qui passe par C. Et donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est trouver quel est le moment d'inertie par rapport à un axe qui est toujours dans la direction des z, mais qui passe par H, c'est-à-dire un axe delta prime qui va être parallèle à celui-là, mais qui ne passe pas par le même endroit. Alors, on va utiliser le théorème de Huygens, mais attention, le théorème de Huygens nous dit que I delta prime, c'est I delta plus la masse fois la distance au carré, à condition que delta passe par le centre de gravité et que delta prime et delta soient bien parallèles. Donc ici, il n'y a pas de problème, delta prime et delta seront bien parallèles, mais par contre, là, on a calculé par rapport à C, c'est-à-dire que ça ne passe pas par le centre de masse. Donc il va d'abord falloir remonter au centre de masse et ensuite remonter là-haut. Donc allons-y, faisons ça. Donc ce qu'on cherche, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe des HZ. Et donc ça, on sait que ça va être le moment d'inertie par rapport à un axe qui passe par le centre de gravité, plus donc la masse totale, c'est-à-dire M1 plus M2, je vais l'appeler grand M, fois la distance donc entre H et G. La distance entre H et G, voilà, juste la distance entre H et G au carré. Très bien. Donc le problème, c'est qu'on n'a toujours pas notre IGZ, sauf que ce IGZ, on peut l'avoir parce qu'on peut aussi écrire que ce qu'on avait calculé, c'était quoi? C'était ICZ, qui est
du coup était égal, donc on peut écrire, oui, ICZ, c'est aussi donc IGZ, plus, pareil, la grande masse totale, je vais l'écrire en plus gros, en plus foncé, plus la masse totale, fois la distance entre C et G au carré. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on connaît celui-là et qu'on connaît cette distance-là, en l'occurrence on la connaît, hein, CG c'est juste 2A sur 2 plus pi, dans ce cas-là on peut déterminer IGZ et IGZ, donc c'est IGZ, c'est ICZ moins la masse totale fois la distance CG au carré. Donc ça, il faut juste le remplacer là-dedans et on obtient donc ce qu'on cherche, c'est-à-dire que IHZ, c'est censé être égal à donc ICZ, on l'a déjà calculé, voilà, moins M fois DCG au carré, plus M fois DHG au carré. Donc voilà, donc maintenant on va essayer de calculer ça. On va remplacer donc DCG et DHG par ce qu'on connaît, sachant que ça c'est du coup 2A sur 2 plus pi, et ça c'est le complémentaire pour aller à A. Donc ça on peut même écrire du coup que c'est en ICZ plus M facteur donc de DHG au carré moins DCG au carré. Donc continuons ce calcul. Calcul qui nous donne donc que IHZ, ça va être donc ICZ. ICZ, on l'avait, c'était pi plus 2 tiers de lambda A au cube, précisément. Pi plus 2 tiers fois lambda A au cube, plus la masse totale. La masse totale, c'était donc 2A plus pi A lambda. Donc c'était 2 plus pi lambda A, c'est-à-dire la somme de 2A lambda plus lambda pi A, donc masse totale, et ensuite donc la distance HG au carré, donc HG au carré, donc c'est A moins CG, c'est-à-dire moins 2A sur 2 plus pi. Et si on utilisait le fait que donc là on avait DHG au carré moins DCG au carré, c'est aussi donc A moins B, facteur de A plus B. Du coup, ça donc c'est plus M fois A moins B, facteur de A plus B. Donc ça, c'est donc la masse totale, et ensuite facteur donc de DHG moins DCG fois DHG plus DCG. On obtient quoi? On obtient donc pi plus 2 tiers de lambda A au cube plus 2 plus pi lambda A, et ensuite donc DHG moins DCG, c'est-à-dire ça
moins ça, c'est-à-dire grand A moins donc HG, c'est ça moins ça, donc c'est moins CG, c'était 2A sur 2 plus pi, moins DCG, c'est-à-dire encore ça, donc ça c'est moins 4, deux fois. Voilà. Hop. Et ça, c'est facteur donc, de DHG plus DCG, c'est-à-dire de ça plus ça. Donc ça, c'était A plus HG, donc c'est A moins 2A sur 2 plus pi, plus DCG, c'est-à-dire plus 2A sur 2 plus pi. Donc là, ça s'en va. Moins 1 plus 1. Et on obtient que le A, du coup, qu'on va mettre ici en facteur. Et donc on obtient que ça, c'est égal à pi plus 2 tiers de lambda A cube plus 2 plus pi lambda A au carré facteur, alors même au cube, facteur de 1 moins 4 sur 2 plus pi. Donc continuons. Ici, on a envie de mettre tout sur 2 plus pi. Donc ça va nous rajouter 2 plus pi, moins 4, c'est-à-dire moins 2 plus pi. Donc moins 2 plus pi, divisé par 2 plus pi. Ça nous permet de le supprimer là. On le supprime ici. Et du coup, on a donc notre lambda cube ici, lambda cube là. Et donc là, on a juste donc pi plus 2 tiers, plus ce qu'il y a là, c'est-à-dire moins 2, plus pi. Et tout ça, c'est facteur donc, de lambda A au cube. Donc 2 tiers moins 2, donc ça c'est 6 tiers. Donc 2 moins 6, ça fait moins 4 tiers. Et donc là, on a 2pi moins 4 tiers, qui est égal à 2pi moins 4 tiers de lambda fois A au cube. Qui peut encore légèrement se simplifier en mettant un 2 en facteur. Et donc ça devient du 2 lambda A cube facteur, donc du coup 2 lambda A cube facteur de pi moins 2 tiers. Voilà. Bon, c'est un calcul un petit peu fastidieux, mais ce qui est important, c'est que en utilisant 2 fois d'affilée le théorème de Huygens, on a été capable de déterminer quel était donc le moment d'inertie par rapport à un axe qui sort ici du tableau et qui passe par le point H. Et donc maintenant, on va utiliser ce moment d'inertie qu'on va appeler donc IHZ pour déterminer quelle est la période des petites oscillations. Donc allons-y, et donc pour ça, on va utiliser le théorème du moment cinétique. On va garder ça parce qu'on va en avoir besoin. Donc on réécrit, ça s'appelle I. Ça c'est grand I, H, Z. Donc appliquons le théorème du moment cinétique. Théorème du moment cinétique qui nous dit que la dérivée du moment cinétique est égale à la somme sur les forces des moments des forces. Donc d'abord, on écrit donc, le moment d'inertie. Le moment d'inertie par rapport à l'axe HZ, c'est un vecteur, c'est égal
moment cinétique, pardon, c'est égal à I, donc Hz, ce qu'on vient de calculer, fois du coup oméga, et oméga, donc ça va être θ point UZ. On peut faire la dérivée. La dérivée de LHZ par rapport au temps, c'est donc, ça c'est une constante, c'est IHZ point UZ. Et c'est censé être égal à la somme sur les forces des moments des forces. Donc ici, il va y avoir essentiellement le moment du poids. Donc le moment du poids, donc appliqué au centre de gravité d'un objet de masse M1 plus M2. C'est-à-dire donc le moment par rapport donc à ce point donc HZ du poids grand P, donc poids du système entier. Donc IHZ, ce qui est là, θ point égale ça. Et donc maintenant il faut calculer ce moment du poids. Et ce moment du poids, du coup ça va être HG, vectoriel, donc le poids. Et ça de manière complètement générale. Avec donc un pendule qui est en train donc d'osciller autour donc d'un point H, et puis on va définir donc cet angle θ comme étant celui-là. Donc le point G est ici, dans la direction, donc en système de coordonnées polaires, du coup on va définir URO dans cette direction, Uθ comme ça. Le poids, lui, il est toujours vertical, dirigé vers le bas. Ça, c'est le poids. Du coup, il va avoir une composante dans la direction des euros, une composante dans la direction de Uθ. Donc, on va l'écrire. Là, on écrit toujours, donc on essaie d'écrire le moment. Donc, ce moment du poids, c'est donc HG. Donc, HG, ça va être, on va l'appeler quoi? On va l'appeler, c'était quoi HG? C'était A moins 2A sur 2 plus pi. C'est ça, c'est-à-dire donc c'est-à-dire 2 plus pi moins 2 sur 2 plus pi fois A, c'est-à-dire donc le 2 moins 2, c'est-à-dire pi sur 2 pi, pi sur 2 plus pi fois A. Donc HG, donc c'est pi sur 2 plus pi fois A. Dans la direction donc polaire, c'est URO. Vectoriel, donc le poids du système complet, donc qui a une masse, donc c'était 2A plus pi fois lambda A, ça c'est la masse totale, fois donc G, et G il a une composante suivant les URO et Uθ, donc c'est du G fois cosinus θ comme tout à l'heure, URO, moins G sinus θ suivant les Uθ. Ok. Donc est-ce que ça se 2A plus pi. Ok, on continue. Donc on continue, mais j'ai fait une petite erreur ici. Quand j'ai écrit la masse, il n'y a pas de A, puisque ce A en fait il est déjà là. Donc ça je l'ai réécrit à cet endroit-là. Et on peut déjà un petit peu simplifier. Par exemple, on voit que ici les 2 plus pi s'en vont, puisqu'il est à la fois ici et à la fois là. Et donc il faut calculer, donc il faut développer. On a du URO vectoriel URO, ça va s'annuler, donc il ne nous reste plus que le URO vectoriel Uθ qui est égal à plus UZ. Donc il va nous rester ce terme-là qui du coup est égal à, donc on va avoir pi A, facteur de lambda A, donc lambda A
et ensuite on a du moins g sinus θ, moins g sinus θ, et le vecteur rho vectoriel uθ, ça c'est plus u1z. Donc ça, ce n'est rien d'autre que, donc du coup ça c'est au carré, lambda a carré, moins pi lambda a carré g sinus θ uz. Voilà. Ça c'est le moment donc de la force associée, donc, qui est le moment du poids ici. Et donc ça c'est égal à la dérivée du moment cinétique, c'est-à-dire IHZ θ point point. Donc ça c'est IHZ θ point point, ou encore θ point point plus ça, on oublie le z, divisé par IHZ qui est égal à 0. Équation différentielle non linéaire à coefficient constant qu'on peut linéariser en faisant l'approximation des petits angles. Approximation des petits angles qui, comme d'habitude, nous suggère que sinus θ est très proche de θ. Donc ici, on enlève le sinus, on n'obtient plus que 1 θ. Ça, c'est l'approximation donc des petits angles. Et du coup, on a quoi? On a que ça, c'est l'équivalent donc de notre oméga 0 au carré. Oméga 0 carré avec oméga 0, donc la pulsation. Donc, essayons donc d'écrire et de terminer ce calcul en remplaçant donc le IHZ par ce qu'on avait là, pour voir si on tombe sur quelque chose de raisonnable. Donc on a oméga 0 carré, oméga 0 au carré, qui est égal à, donc on est en train de dire que c'est pi lambda a carré g sur IHZ, donc ça c'était 2 lambda a au cube, facteur de pi moins 2 tiers. Donc là, la seule chose qui... donc les lambdas s'en vont, et on a a carré sur a cube, donc ça c'est 1 sur a, et donc on obtient quoi? On obtient pi sur 2pi, donc sur 2, facteur de pi moins 2 tiers, fois g sur 1. Je vérifie juste. Voilà, donc 2a pi moins pi g, ouais, 2 exactement. Ce qui veut dire maintenant que donc, notre période t, ce qui est égal à 2pi sur oméga 0, c'est donc 2pi racine carrée de g sur a. Ça ressemble beaucoup à finalement ce qu'on a d'habitude, hein, c'est-à-dire g sur l, d'habitude c'est ça. Donc multiplié par des facteurs, et donc ces facteurs, ce n'est rien d'autre que 2pi racine de a sur g, pardon, a sur g, multiplié par des facteurs, et ces facteurs, donc c'est 2pi moins 4 tiers pour donc en haut, divisé par pi. Et donc ça, c'est la période donc, des petites oscillations de notre pendule bizarre, qui était donc la somme d'une tige et d'un arc de cercle. Donc finalement, tout était compris à l'intérieur donc, de ce IHZ et de la position du centre de masse. Si on connaît ça, en fait, tous les calculs donc, déroulent assez facilement. Voilà.